l'excellence, quelque part, c'est un état d'esprit, c'est une manière de se challenger soi-même pour avancer continuellement, parce que fondamentalement, l'être humain est fait pour progresser, pour apprendre, et surtout pas pour rester figé dans des certitudes. Et pour illustrer le point sur l'équilibre, je fais référence là encore à Marc Aurèle qui disait finalement notre vie doit nous servir à bâtir notre citadelle intérieure. Et j'aime beaucoup cette formule parce qu'on y voit quelque chose de vertical, on y voit une croissance. Et au fond, c'est bien ça le sujet, c'est de développer cette citadelle intérieure que par ailleurs Élie de Saint-Marc appelait la statue intérieure. Donc c'est un thème qui peut être récurrent et dont on peut faire une véritable philosophie de vie, mais on peut aussi faire une philosophie d'entreprise, puisque une citadelle, c'est aussi une entreprise. Comment est-ce que collectivement, on contribue chaque jour finalement à construire, à bâtir, à consolider, à développer cette citadelle intérieure pour qu'au fond, elle soit rayonnante vis-à-vis de l'extérieur. Voilà. L'adaptation. Aujourd'hui, nous vivons une période où on nous demande, et nous nous demandons, de nous adapter en fait à une situation inédite, compliquée parce qu'inconfortable, et comme on le disait avant, qui ne nous donne aucune visibilité, donc qui nous remet en question parfois très profondément. Alors, sur le thème de l'adaptation, ne pas s'adapter suffisamment nous met en déséquilibre, et si on reste dans ce déséquilibre, on va s'enfoncer dedans et on aura de moins en moins de capacité de nous à rééquilibrer, de nous à réadapter. Mais dans le contraire, on peut aussi dire que se suradapter, s'adapter constamment, finit par nous épuiser. Ce n'est plus amusant, même à la fin, de se dire mais on va de changement en changement continuellement, et à force de s'adapter, eh bien, on ne sait plus comment s'adapter, on ne sait plus même s'il est bon de s'adapter. Donc, vous voyez que sur un même sujet comme celui-là, mais comme sur tous les sujets, hein, j'aurais pu prendre le sommeil, l'alimentation, la charge de travail, le temps qu'on passe avec les autres ou pas, j'aurais pu dire n'importe quoi, eh bien, en réalité, trop peu ou trop est déséquilibrant. Mais ce n'est pas un problème. Parce que c'est justement parce qu'on apprend de chaque expérience déséquilibrante que l'on va progressivement réduire l'amplitude des déséquilibres, parce que l'on va s'entraîner à ce qu'on appelle un rééquilibrage. Au fond, la vraie aptitude à développer, et dans tous les domaines personnels, professionnels, spirituels, c'est l'aptitude au rééquilibrage. Devenons des experts, des athlètes du rééquilibrage. Être confronté au déséquilibre, c'est normal, c'est humain, et ce sera le cas jusqu'à la fin de notre vie. En revanche, là où nous avons une carte à jouer, là où vraiment la différence se fait, c'est dans notre capacité au rééquilibrage. Et c'est ce que, avec mon co-auteur de l'équilibriste, nous avons appelé le réflexe de l'équilibriste, c'est-à-dire qu'à force de rééquilibrage et de s'entraîner par des automatismes dans la façon de se tenir, dans la façon d'être, la façon de penser, la façon de communiquer, la façon d'agir, la façon de décider, eh bien, en fait, nous pouvons développer petit à petit une réelle expertise de ce qu'est l'équilibre et de réduire l'amplitude des déséquilibres et leur impact sur notre existence. Et ça, c'est très important parce que ça nous maintient en mouvement. Cette idée de l'instabilité environnante nous amène à travailler d'abord sur la stabilité interne. Si vous voulez être en mouvement, agir vite, très efficacement, avec assurance, avec de la performance, avec des résultats, eh bien, il est fondamental dans l'exercice de votre travail, comme dans votre vie en général, que vous développiez progressivement une aptitude à la stabilité intérieure. Et aujourd'hui, on voit se développer beaucoup de pratiques de méditation. Alors, ce n'est pas nouveau du tout, la méditation, hein, ça remonte à très loin. Et simplement, aujourd'hui, ça devient même parfois un phénomène de mode, mais ce n'est pas une mode, la méditation. La méditation est une clé, en réalité, pour travailler sur cette stabilité intérieure qui va nous permettre d'être serein, calme et confiant, même dans la plus grande agitation extérieure. Et je le disais tout à l'heure, le Covid ou la Covid est un peu un révélateur de ce que nous sommes à l'intérieur. Et ne cherchons pas, parce que nous ne le trouverons pas, des explications extérieures à notre mal-être. Parce qu'en réalité, quelle que soit la manière dont le monde fonctionne, la clé de notre bien-être et par-delà de nos performances dans la vie, si on raisonne en termes économiques, professionnels, etc., elle se situe à l'intérieur de nous. Et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour être équilibré, il faut être dans le temps présent. Alors aujourd'hui, on entend parler beaucoup du moment présent, le temps présent, être dans la présence. Bien, mais c'est une chose d'en entendre parler, c'en est une autre d'en prendre vraiment conscience, et c'en est encore une autre
de l'appliquer dans sa vie concrètement, et pas une fois de temps en temps, mais le plus souvent possible pour que ça devienne vraiment une façon d'être, une façon de fonctionner. Le temps présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà avoir une conscience profonde que si nous sommes là aujourd'hui, vous prenez cet équilibriste sur le fil, c'est qu'un passé l'a amené là, mais ce passé n'a été qu'un présent qui s'est actualisé au gré de chaque pas. Et ces pas sont passés, sont derrière lui, l'ont mené là où il est, là où nous sommes, mais ils ne sont plus répétables en réalité. Ils sont derrière, ils ont eu leur moment de gloire, si je puis dire, leur moment de présence, mais c'est terminé. On se rend compte dans nos façons de fonctionner que nous vivons constamment dans le futur, à vouloir devenir ce qu'on n'est pas encore, ce qu'on se représente comme idéal de devenir, et ce faisant, on n'est pas dans le présent. À chaque fois que l'on se projette dans le futur de manière quelque part trop engagée, à vouloir attendre de demain ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on repousse constamment l'occurrence de cet idéal souhaité. Vous allez vous entraîner, et j'insiste sur ce mot entraîner, à l'équilibre en allant vers un futur, mais qui sera toujours uniquement une destination, une direction, mais jamais une réalité en tant que telle. La réalité se joue dans le pas présent. Si je reviens sur la métaphore, je dirais que si vous voulez arriver 10 pas plus loin que là où est l'équilibriste actuellement, eh bien, il faut que chacun des pas qui mènent à ces 10 pas soit les plus équilibrés possibles, que les points d'appui soient bons, que la présence soit totale, que la concentration soit là. La capacité à rester en mouvement et donc à lâcher prise. Alors, ce terme de lâcher prise, en réalité, c'est quoi? C'est l'absence de résistance, qu'elle soit mentale, émotionnelle, face à ce qui est. Il faut accepter les choses comme elles sont, et il faut aussi accepter de prendre des risques dans la vie, accepter d'être audacieux, accepter de lâcher ce que l'on a pour créer un nouvel équilibre. Et si on reprend la métaphore que vous avez sous les yeux, eh bien en réalité, pour que cet équilibriste puisse avancer d'un pas, il va falloir qu'il abandonne son appui. Il est impossible d'avancer le pas arrière en avant si on ne lâche pas par rapport au fil. Donc, à un moment donné, il va être en équilibre sur une jambe. Et c'est ça la métaphore de la mise peut-être pas en danger, si, en danger d'une certaine manière, mais la prise de risque qui est de lâcher le pas arrière pour recréer un nouvel équilibre dans le pas suivant. Et bien ça, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle situation dans la vie. En réalité, si l'on veut avancer et se sentir, et c'est là tout le paradoxe, se sentir en sécurité avec soi-même, dans la vie, par rapport à l'avenir, par rapport aux autres, eh bien, il faut savoir se mettre en insécurité, puisqu'au fond, l'insécurité est l'outil vers la sécurité. Et je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'un emploi sûr, par exemple? Si vous cherchez dans la vie un emploi sûr, une relation sûre, tout de sûr autour de vous, mais c'est le reflet précis d'un sentiment d'insécurité qui peut aller au-delà du raisonnable, voire vous mettre en situation clairement pathologique. La recherche de sécurité, si c'est elle qui drive notre vie, devient vite un problème parce qu'elle est le reflet du sentiment d'insécurité. Donc, pour pouvoir renforcer notre sentiment de sécurité, il faut être à l'aise avec l'insécurité et donc développer une certaine forme d'audace, d'oser être le seul à dire non lorsqu'on y croit, d'oser prendre des décisions difficiles, même si on se retrouve un petit peu seul, en fait, prendre le risque quelque part de la solitude. Et ce qui nous amène finalement à considérer l'équilibre comme un jeu avec le vide. Si l'on veut évoluer avec élégance, avec confiance, avec entrain, optimisme et réussite sur ce fil, eh bien en réalité, il faut apprendre à jongler avec le vide. Vous le voyez autour de cette image, hein, tout autour de lui, c'est du vide. Eh bien finalement, ne pas faire du vide ce qui vous aspire vers le bas, mais quelque part ce qui vous permet d'exprimer votre créativité. L'énergie va être envoyée dans de la confiance. La confiance, c'est le socle. Sans confiance, il n'y a pas de transformation. Sans confiance, il n'y a pas de réalisation. Rien ne se fait sans confiance. Aucune relation ne peut se construire sans confiance. Aucune entreprise ne peut se construire sans confiance. Aucune personne ne peut se développer sans confiance. La confiance, c'est un socle. Ce sont des fondations. Et à partir de là, on a besoin d'y mettre de l'énergie et de la construire tout le temps. La confiance va créer un sentiment de bien-être et d'autonomie. Plus vous êtes autonome, plus vous êtes en confiance, mieux vous vous sentez à l'intérieur, ça paraît évident. Et plus vous êtes en confiance et plus vous avez ce sentiment de bien-être, plus vous allez pouvoir, à ce moment-là, actionner votre motivation et vous allez être naturellement, finalement, progressivement
motivé par les objectifs à atteindre. Mais ça suppose, et j'utilisais le mot d'autonomie, ça suppose également de savoir s'automotiver. Et une erreur commise très souvent, c'est de chercher à l'extérieur, là encore, les facteurs de motivation. Et on parle de motivation extrinsèque. Alors qu'en réalité, la motivation la plus puissante et transformationnelle, c'est l'automotivation qui est liée à la fois au sens que l'on trouve à ce que l'on fait, quoi que l'on fasse. Est-ce que ça correspond à nos valeurs? Est-ce que je me sens utile? Est-ce que ça a du sens vraiment de le faire de cette manière et comment j'y contribue? Et en même temps, le plaisir que l'on tire à l'exercice, parce que c'est fondamental d'avoir du plaisir dans ce que l'on fait, surtout quand on le fait des heures par jour, pendant des années et toute une vie. Donc, c'est très important pour arriver à ce qu'on appelle l'état de flow, finalement, que la vie soit un état de grâce permanent où on se sent à sa juste place, on fait ce qu'on aime faire et la manière dont on le fait. Donc, cette motivation doit être une dynamique intérieure et non pas en fonction des personnes ou des circonstances extérieures. L'énergie spirituelle, c'est ce qui va être du registre du sens, de la contribution, de la connexion à ce qui est plus grand que soi. Lorsque vous contribuez à une œuvre collective, vous êtes dans l'expression de l'énergie spirituelle. Lorsque vous rendez service à une personne pour traverser la route, vous êtes dans l'énergie spirituelle. Vous êtes un contributeur, vous donnez du sens à vos actions. Et c'est ce qui fait que la mission est tellement puissante. Lorsque l'on sait pourquoi on se bat, eh bien évidemment, on se bat avec beaucoup plus de force parce qu'on croit à ce qu'on dit, on croit à ce qu'on fait, et à partir de là, on transforme. Et donc, la mission est une des premières missions, juste à le dire, du dirigeant, c'est de savoir pourquoi nous sommes là ensemble, à quoi ça ressemble notre collectif, qu'est-ce qu'on veut en faire, à quoi on contribue. Voilà. Et une fois que vous mettez en œuvre de manière optimale ces 4 niveaux d'énergie, là, vous êtes dans la transformation. Et plus rien ne vous atteint parce que vous savez que votre vie dépend de vous. Et c'est absolument déterminant et ça fait toute la différence. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à travailler sur ces 4 niveaux dans la même direction, avec régularité, et vous verrez que les résultats seront nécessairement au bout du chemin. C'est un vaste sujet, l'efficience, mais il est passionnant. Il nous amène d'ailleurs aussi à réfléchir en termes d'organisation, en termes de méthodologie, en termes de gestion de nos priorités réelles. Quels sont nos objectifs essentiels? Quel est le temps qu'on y consacre? Et ça, la question des priorités, souvent, n'est pas assez clairement travaillée. Quand on sait pourquoi on se bat, quelles sont nos priorités réelles, on avance déjà mieux. Donc, ça veut dire attention à la dispersion, attention à la procrastination, même si parfois la procrastination peut être nécessaire pour se donner le temps finalement de la réflexion, mais la procrastination systématique finit par avoir des conséquences assez graves. Et puis également attention à l'accumulation, n'accumulez pas, faites le tri, dégagez, ayez un champ de vision clair pour que votre esprit soit clair. Vous voyez, c'est entre l'espace dans lequel on travaille et la manière dont notre esprit fonctionne, il y a un lien direct. Si vous avez le bazar partout autour de vous et que vous n'avez pas d'espace, eh bien, vous ne pouvez pas penser de manière sereine. C'est très compliqué en tout cas. J'aimerais vous rendre attentif à quelque chose que j'ai déjà pas mal évoqué ce soir. C'est le lien entre soi et ce qui nous entoure. Est-ce qu'au fond, notre vie, nos résultats sont déterminés par ce qui nous entoure d'abord, ou est-ce que c'est nous, en agissant sur nous, avec toute l'exigence et toute la bienveillance, et j'associe exprès ces deux mots parce qu'ils vont pour moi totalement de pair, toute l'exigence et toute la bienveillance nécessaires, finalement pour nous développer, nous. Parce que ça ne donne pas du tout les mêmes résultats. Et je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas agir directement sur les autres si on n'a pas agi sur soi-même. Si l'on veut être équilibrant, il faut d'abord être équilibré. On ne peut pas exporter, on ne peut pas transférer, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'est pas au plus profond de soi-même. Sinon, on se ment et on ment autour de soi. Donc, on est là dans une recherche d'authenticité, de vérité. Il faut rechercher la vérité, en fait, ne jamais se mentir à soi-même. C'est trop grave, c'est trop lourd de conséquences. Donc, le véritable travail de réalisation, et qui est d'ailleurs extrêmement performant également, c'est d'être pleinement soi, d'apprendre à se connaître, d'apprendre comment nous fonctionnons, développer la confiance en soi, pas un excès de confiance et pas un manque de confiance, la véritable confiance en soi, développer l'estime de soi, développer l'affirmation de soi. Mais attention, de quel soi parlons-nous? Il n'est pas du tout la question de l'ego. Il ne faudrait pas mal comprendre. C'est tout sauf l'ego. Le leader ultime n'a plus d'ego. Il fait les choses au service des autres. Et il est exemplaire à ce titre-là. C'est-à-dire que l'exemplarité se niche en réalité dans cette capacité à comprendre que dans cette vie, ce n'est pas le moi qu'il faut satisfaire. C'est développer le soi pour le mettre au service des autres. La première
façon de changer une habitude, c'est d'en avoir envie. C'est d'avoir envie d'autre chose que ce qu'on expérimente. Donc, dès lors qu'on a cette envie, elle va nous amener elle va créer en fait cette envie une forme de tension en nous qui, tant qu'elle ne sera pas satisfaite, aura besoin de continuer à chercher. Et aujourd'hui, par exemple, on a accès à beaucoup d'informations, mais vous savez, au-delà des informations qu'on peut trouver à droite, à gauche, tout passe par l'expérience. Et j'insiste beaucoup là-dessus. On peut avoir lu 300 livres, 500 livres, 1000 livres. Si on n'a pas expérimenté ce qu'on lit, on ne transforme rien. Donc, en réalité, c'est dans l'expérience du changement que l'on crée le changement. Donc, ça suppose de changer d'habitude. Ça suppose j'ai donné un certain nombre de clés ce soir liées à la posture, la respiration, la méditation, la manière d'être sur différents sujets. En fait, si l'on pratique ces nouvelles habitudes avec régularité, avec constance, donc avec envie et patience également, ne pas attendre que ça arrive forcément tout de suite, mais de se dire que ça va finir par arriver et de sentir au fur et à mesure que les résultats arrivent qu'ils sont en train d'arriver. Et franchement, c'est par l'expérience, c'est par l'exercice qu'on y arrive. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire le vide qu'on n'en est pas capable. On en est tous capables, et ça peut d'ailleurs venir plus vite qu'on ne le pense, mais ça s'entraîne comme on s'entraîne dans tous les domaines. Je crois énormément aux vertus de l'entraînement, de la pratique, de la répétition. Faire, faire et refaire, et ça finit toujours par payer. Il n'y aurait normalement qu'une façon d'aborder l'équilibre, qui est la disparition de toute dualité. Ce qui fait obstacle à l'équilibre, comme ce qui fait obstacle à l'harmonie, c'est la dualité. Nous sommes des êtres duaux, dans le sens où c'est toujours une chose contre une autre. Quand je disais tout à l'heure le corps et l'esprit, on considère que c'est ou le corps ou l'esprit. Quand on considère que c'est toi ou c'est moi, on est dans un mode de compétition. Et l'équilibre comme l'harmonie, en réalité, c'est l'unité. C'est lorsqu'on ne fait plus qu'un. C'est lorsque les antagonismes disparaissent. Et c'est pour ça que l'aïkido est un art martial différent dans le sens où on ne se met pas en opposition, ne se met pas en compétition contre quoi que ce soit autour de soi. On travaille sur la recherche d'harmonie intérieure pour qu'elle se traduise dans l'extérieur, ce qui fait qu'un aikidoka, à force de pratique, finit par ne plus être confronté à des conflits dans sa vie. Très simplement parce que le conflit disparaît en lui. Et s'il n'y a plus de conflit en soi, la vie ne nous confronte pas au conflit. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'équilibre, il est là. Il est quand on dépasse la dualité et qu'on se met en harmonie avec tout l'environnement, avec la nature, avec les autres, et qu'on considère qu'on ne fait plus qu'un. Pour que le rêve se réalise, il faut déjà croire qu'il peut se réaliser. Mais quand je dis le croire, c'est s'entraîner à le croire, là encore, c'est-à-dire de se représenter en train de vivre ce rêve. Alors pour ça, avec force détail, en disant « je suis en train de vivre ce rêve », et je parlais avant de dualité. Qu'est-ce qui nous éloigne de nos rêves ? C'est qu'en réalité, souvent, nos rêves sont extérieurs à nous-mêmes. Ils sont une représentation conceptuelle de ce que ce serait bien de réaliser, etc. Un rêve se réalise à partir du moment où on le réintègre en soi. C'est-à-dire, on est déjà l'expression de ce rêve. Et du coup, la question de la force et du courage ne se pose même plus, parce que quand on vit son rêve, on n'a plus besoin de force et de courage. On vit son rêve. Donc, c'est peut-être le courage de ne plus conceptualiser son rêve, si tant est que ça puisse être parlant, ce que je dis, mais le rêve ne doit pas être un concept ou une vague représentation de quelque chose qui serait bien. Non, se dire, voilà, je vais vivre conformément à ce rêve dès maintenant. Et je vais tout faire pour que ça se fasse. Que ce soit pour mon travail, que ce soit dans mes relations. Les rêves sont accessibles à tout moment, à toute personne. Mais ils ne doivent pas être extérieurs à nous. Il faut les vivre, il faut y croire pleinement, de se croire capable de les réaliser. Ça veut dire aussi, par exemple, être conscient que chacun a un rêve pour soi, chacun est unique. L'erreur que l'on fait souvent, c'est de se comparer. On se compare, on se mesure, on s'évalue, on est toujours l'un par rapport à. Et à chaque fois qu'on fait ça, on est en dualité avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on considère que l'autre est meilleur que nous, l'autre fait des choses meilleures que nous, il a réalisé des choses que j'aurais voulu faire, mais moi, j'y arrive pas, je suis frustré. Ça, c'est de la dualité, donc ce qui fait que ça nous éloigne de nos rêves. Vous savez, moi, j'ai travaillé de nombreuses années en PME face à des entreprises plus grosses, voire beaucoup plus grosses que nous, et je me suis rendu compte que la force n'avait rien à voir avec la taille de l'entreprise. En fait, la force, c'est quand vous êtes centré. Vous êtes parfaitement centré, vous avez des valeurs fortes, vous avez des convictions, vous avez de l'engagement, vous avez du courage, vous êtes beaucoup plus fort que beaucoup de mastodontes qui n'ont pas
cette force de leur valeur, de leur culture. Ils ne savent pas quel est leur ADN, ils savent pas. Donc, ils changent constamment, ils vont de transformation en transformation. Ils appellent ça de la transformation, mais ça n'en est pas. Ce sont des substituts de changement que l'on voit dans les entreprises. En réalité, la taille n'a rien à voir avec votre capacité à affirmer votre force. La force, elle vient du centre de vous-même. Elle est déjà là. Il y a juste à l'exprimer, il y a juste à la révéler. Pour pouvoir vivre pleinement, il faut accepter de mourir pleinement tout de suite pour revivre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée de, si tu veux avoir une chance de revenir indemne du combat, oublie toute idée de retour, c'est de se dire, très bien, je suis déjà parti, quoi, je suis déjà plus là et ce n'est pas un problème. Parce qu'on est, à l'échelle de l'univers, qu'est-ce qu'on est? On se représente, le moi est totalement dérisoire. Donc, à partir de là, voilà, quoi, prenons les choses de manière beaucoup plus humble, beaucoup plus simple, et c'est comme ça qu'on avance, parce qu'on n'a plus peur. L'ego n'est jamais un ami. Vous le comprenez d'ailleurs quand vous le dépassez. Plus l'ego disparaît, plus vous vous sentez connecté. Alors que l'ego nous déconnecte en réalité. Il croit nous connecter par un jeu du mental qui nous dit que ouais, on est fort. Et c'est l'intérêt de l'aïkido, c'est que l'aïkido n'utilise pas la force justement, pas la force brute telle qu'on l'entend en tout cas. Il est dans le petit pas de côté qui fait que quand l'autre nous frappe de toute sa force, eh ben, il tombe de toute sa force parce qu'on n'est plus là où on s'attendait. Vous savez, les meilleurs boxeurs sont ceux qui esquivent le mieux. On est confronté à la guerre lorsqu'on est dans l'opposition, lorsqu'on est dans le combat contre. Mais les meilleurs combattants savent utiliser la force de l'autre pour la retourner contre eux, vous voyez, mais ne se mettent pas dans... et avec bienveillance, je dirais. Il faut faire attention à l'ego, en fait. L'ego nous divise, l'ego nous vend du rêve à bas prix. C'est un jeu du mental. Donc, il ne faut pas se tromper dans ce qu'est l'ego. Ce n'est pas du tout un copain. Notre vie, finalement, est un mélange de stabilité interne et de mouvement. Pour pouvoir agir vite, bien et fort, il faut avoir ce calme intérieur. Et ce calme intérieur demande d'être dénué d'ego, justement. Et je fais le lien entre les deux questions. D'apprendre à être simple, à être humble, à être à notre place, mais pleinement à notre place, c'est-à-dire et d'avoir conscience qu'il y a en nous une lumière extraordinaire qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais la lumière, ce n'est pas celle de l'ego. Il n'y a pas de lumière dans l'ego. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Donc, effectivement, il faut se réveiller le matin, ça commence là. La capacité à maintenir ce réflexe dans la durée est directement liée à la capacité des personnes qui impulsent cette dynamique-là à le faire. Au fond, un véritable leader est un créateur de leader. C'est-à-dire que le leadership n'est pas fait pour soi-même. Le leadership est fait pour être transmis, communiqué. C'est de l'inspiration en mouvement, le leadership. Donc, les plus grands leaders sont ceux qui sont au service du leadership des autres, d'aide à les développer. Et donc, dans les gens que j'ai eu la chance de fréquenter toutes ces années, j'en connais un certain nombre, effectivement, qui sont vraiment porteurs de ça et avec qui j'ai grand plaisir ou j'ai eu grand plaisir à travailler. Il faut être satisfait et insatisfait à la fois. Ce serait une manière un peu de le résumer. C'est-à-dire, il faut une insatisfaction positive, pas une insatisfaction de la frustration ou du manque, mais cette insatisfaction qui vous met en tension positive pour y aller, quoi, pour être dans cette action qui transforme. Et en même temps satisfait pour ne pas justement avoir cette espèce d'amertume de ne pas être ce qu'on voudrait être. Donc c'est un jeu subtil entre satisfaction et insatisfaction. Voilà.